La saison des résultats annuels qui se poursuit sur le CAC 40 et hier on a pris connaissance de la publication du groupe de luxe Kering, publication sanctionnée par un repli du titre d'un peu plus de 7%. On va essayer de comprendre quand même ce qui s'est passé. Bonjour Laurent Grassin. Bonjour Julien. Merci d'être là, directeur de la rédaction de Boursorama. Alors vous étiez d'ailleurs sur le plateau la semaine dernière avec David pour nous expliquer que les sociétés du CAC 40, elles ne connaissaient pas la crise, que tout se passait très très bien. Quand on voit les publications de Kering hier, ce n'est pas vraiment le sentiment que ça donne, Laurent. Alors, il va falloir nuancer, mais c'est vrai que si on regarde les chiffres, il y a effectivement ce repli de l'activité d'à peu près 16% pour un chiffre d'affaires de 13 milliards. Le résultat opérationnel courant de Kering qui recule de 34% à 3,1 milliards, donc c'est quand même une baisse qui est assez significative. La marge opérationnelle qui perd 6,2 points de pourcentage à 23,9%. Bon, un niveau de marge quand même qui contenterait pas mal d'autres groupes. Et puis, côté perspective 2021, pas de perspective chiffrée, justement. Kering se contentant finalement d'expliquer que des tendances favorables se sont dessinées au cours du second semestre 2020. Ils sont restés très flous, voilà. Effectivement. C'était plutôt attendu quand même, ces résultats. Et finalement, quand on regarde LVMH, c'est pas si différent parce que l'activité d'LVMH a reculé également de 16%. Le résultat opérationnel autour de 28%. Sauf que les résultats de LVMH, eux, ils ont été salués. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que les performances globales de Kering sont plutôt en ligne avec les attentes. Il n'y a pas eu de mauvaise surprise sur les chiffres. Le différentiel d'accueil, finalement, par la bourse, il vient du fait qu'effectivement, on en avait parlé la semaine dernière, là où LVMH, avec sa division mode et maroquinerie, a accéléré au troisième trimestre et puis au quatrième trimestre. C'était plus 12% et plus 18% au quatrième trimestre, sachant que ça fait 60% des bénéfices du groupe. Donc là, c'était très très bien avec une croissance à deux chiffres du navire amiral Louis Vuitton, notamment aux États-Unis et en Chine. Sauf que, effectivement, la locomotive, et vous l'avez dit dans votre lancement, chez Kering, c'est Gucci. Et là, ça cale un petit peu, puisqu'effectivement, les ventes de Gucci qui recule de 10,3% au quatrième trimestre, là où finalement le consensus des analystes dans son ensemble attendait plutôt un recul plus limité, moins 4%. Et puis là aussi, on parlait de Louis Vuitton, mais Gucci pour Kering, c'est à peu près 60% du chiffre d'affaires, entre 70 et 80% du résultat opérationnel. Sur 2020, une marge qui baisse là aussi de 5,9 points de pourcentage. Donc on voit bien que quand Gucci s'enrhume, quand Gucci tousse, c'est plutôt tout Kering qui s'enrhume, et on le voit d'ailleurs puisque, comme vous l'avez dit, hier, le repli de Kering est resté localisé sur Kering. Il n'y a pas eu d'effet sur le reste du secteur, que ce soit LVMH ou Hermès. Et puis en période de Covid, c'est toujours très compliqué et très suspicieux d'éternuer en plus. Voilà. Cette Gucci dépendance de Kering, effectivement, mais qu'est-ce qui explique ce coup de frein sur Gucci? Pourquoi il y a un désamour là tout d'un coup sur la marque? Coup de frein, il faut aussi remettre en perspective de 2015 à 2019, Gucci a affiché des performances absolument incroyables, drivées par le styliste. Alors moi qui ne suis pas forcément pro des questions de mode, je connais son nom parce qu'il Je suis sûr que c'est de Gucci votre veste. Oui, c'est ça. Alessandro Michele qui a drivé effectivement l'explosion, le succès de Gucci. Et puis effectivement depuis 2019, petit ralentissement. Odo BHF déjà en juin dernier disait attention, peut-être que dans les performances des groupes de ce qu'on appelle le soft luxury, donc c'est-à-dire la mode et la maroquinerie pour faire simple, il peut y avoir un retard de la part de Kering. Et puis j'ai interrogé l'équipe de gestion du fonds de luxe qui est issue de la collaboration entre Natsuki et Frank Muller, et elle me disait que finalement Gucci c'est une marque qui est plus dépendante de la mode, peut-être plus segmentante, axée sur les millennials. Elle est peut-être plus sensible que d'autres aussi au flux de touristes chinois, une griffe aussi moins consensuelle, et que tout ça fait que alors que vous avez finalement des listes d'attente pour votre sac Birkin, et bien si vous arrivez en boutique après le confinement et que vous retrouvez la collection d'il y a 6 mois, ça marche peut-être moins bien. Et ce qui expliquerait finalement ce coup de frein sur les ventes de Gucci. Bon, c'est ce qui avait aussi permis à Gucci de considérablement se redresser il y a quelques années. En termes de valorisation, donc la valeur elle est quand même du coup plus accessible que ses pairs. C'est 23 fois le bénéfice estimé en 2021. 36 fois contre 36 fois pour LVMH, 61 fois pour Hermès. Est-ce que ça veut dire que ça va être un coup d'arrêt à la progression du titre là, dans les jours qui arrivent, dans les mois qui arrivent? Pas forcément, parce que on l'a vu déjà dans le discours, cette année,
Julien, c'est le centenaire de Gucci et on a l'impression, en tout cas, que Kering a envie de frapper un grand coup, voilà, avec un certain nombre d'événements, de dates qui vont être organisées, de partenariats avec des designers, avec d'autres marques. Je ne sais pas si vous avez vu récemment la doudoune North Face Gucci qui est sortie, voilà, donc ça peut expliquer pas, ça aussi. Voilà, donc a priori quand même beaucoup de choses qui sont prévues. Il y a des boutiques temporaires. On sent aussi que il y a une plus grande maîtrise du réseau de distribution avec le développement des boutiques en propre Gucci qui a été mis en place par Kering. Et puis un discours quand même rassurant de François-Henri Pinault qui nous dit que finalement la rentabilité et les ventes allaient se redresser, très confiant, et qui nous parle d'un début d'année très très encourageant. Donc a priori, pas trop d'inquiétude de son côté. Bon, on sait aussi qu'il y a une rivalité avec LVMH. LVMH qui a pris un coup d'avance d'ailleurs avec le rachat de Tiffany's. Est-ce qu'il y a une opération justement qui se réfléchit un petit peu chez Kering, qui permettrait d'ailleurs aussi d'être un peu moins Gucci dépendant là? Alors, eh bien, très bonne question. Là aussi, il faut écouter ce que nous dit François-Henri Pinault. Il nous dit que priorité reste à la croissance organique, donc développement interne, mais que le groupe étudiait sérieusement différentes possibilités en matière de fusion-acquisition. Donc il y a des petits scénarios sur la table. Est-ce qu'on sait là qui est dans le viseur de Kering? Là aussi, je suis allé interroger l'équipe de gestion du fonds DGC Frank Muller Luxury Fund, et ils nous disent pourquoi pas Richemont, le Suisse qui est lui spécialisé dans le hard luxury. Alors là, on va parler plutôt, il faut expliquer un peu les termes, effectivement, donc plutôt montre et joaillerie. Voilà. Donc on va avoir Cartier, Van Cleef & Arpels, Jaeger LeCoultre, Panerai, pour tous ceux qui aiment les belles montres, ça parle. Et que finalement, il y aurait une belle complémentarité entre les deux groupes. Alors pourquoi pas, je vous parlais tout à l'heure du partenariat avec North Face dans les doudounes, pourquoi pas Moncler aussi, spécialisé dans la doudoune de luxe, qui pourrait faire finalement une bonne complémentarité. Voilà quelques noms qui sont sur la table. Richemont, et peut-être à surveiller dans les... Allez, on va dire, mois qui viennent. Dans les mois qui viennent, ou les doudounes Moncler. Ouais. Bon, j'ai quand même le sentiment au final que pour Gucci, pour Kering, faut pas être trop inquiet non plus. Non, et quand on regarde le discours, ou en tout cas les notes d'analystes, finalement, il y a plus cette question du dynamisme des parts des marchés, comme tous les groupes sont très bien valorisés. On regarde, c'est sûr que si Gucci marque un temps mort, c'est parce que Louis Vuitton et Dior s'en sortent mieux, mais on voit que c'est complètement pris en compte, compris par la direction de Kering, qu'ils ont l'intention de frapper fort. On pourrait citer, vous l'avez dit, il y a cette Gucci dépense, mais il y a d'autres belles marques chez Kering. Il y a Bottega Veneta, Balenciaga, Yves Saint Laurent, voilà. Et puis, si on revient aux fondamentaux, il y a quand même plus financière. Ce cash flow libre qui progresse de 38% sur l'année à 2,1 milliards, dividende de 8 €. Et donc, des analystes, alors, il y avait notamment Stifel hier qui nous maintenait un conseil d'achat avec un objectif de cours à 690 €. Même les analystes qui sont plus réservés, on va dire, comme UBS, sont neutres avec un objectif de cours à 568 €. Donc, pas forcément d'inquiétude. Et on peut peut-être terminer là-dessus, Julien, se dire que finalement, parmi les industries qu'on sentait ou qu'on craignait potentiellement exposées à une crise et à une crise même inférieure à cette ampleur, même pas. Voilà, ça fait des années qu'on dit attention, le luxe, c'est survalorisé. En cas de crise, vous allez voir, ça va s'effondrer, ultra cyclique. Et on se rend compte de quoi on a eu ce qu'on pouvait imaginer de pire en termes de scénario catastrophe pour l'industrie. Et finalement, ça n'a pas trop bougé. Ça n'a pas trop bougé. Et une progression qui se poursuit pour LVMH, Hermès, et à mon avis qui va reprendre pour Kering. Donc, pas besoin de se ruer tout de suite chez Gucci pour sauver la boîte et faire quelques achats. On va pouvoir peut-être attendre un petit peu, sauf si vous avez des cadeaux à faire. Exactement, on va y réfléchir. Merci beaucoup, Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama sur Boursorama aujourd'hui.